Allez, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de première par rapport au chapitre du vote qui s'intitule Voter, est-ce une affaire individuelle ou collective? Un chapitre de sciences politiques de première. Je vais vous faire une petite synthèse du chapitre qui ne remplace pas votre cours mais qui est là pour vous aider à comprendre les grandes parties du cours qui s'organisent autour de 2 à 3 grandes parties. Premièrement, quelles sont les causes de l'abstention? Pourquoi les gens ne vont pas voter. Deuxièmement, comment est-ce qu'on peut comprendre le vote. Et troisièmement, on parlera d'un élément qu'on appelle le développement de la volatilité électorale. Ça, c'est les 3 parties sur lesquelles je vais axer ma synthèse. Allez, c'est parti. Alors, quand il y a une élection, c'est-à-dire ce qui va vous arriver dans quelques années, il y a plusieurs possibilités. Première possibilité, donc première c'est être inscrit ou ne pas être inscrit sur les listes électorales. Ne pas être inscrit, c'est par exemple si vous avez nationalité étrangère, par exemple si vous êtes citoyen des États-Unis mais que vous habitez en France, donc vous ne pouvez pas voter en France. Donc à l'inverse, si vous êtes de nationalité française, vous pouvez être inscrit, c'est d'ailleurs le cas, automatiquement à votre majorité sur les listes électorales. À partir de ce moment-là, 2 possibilités s'offrent à vous. S'abstenir, c'est-à-dire le fait de ne pas aller voter quand il y a une élection, ou voter. Après, quand on va voter, ça peut prendre des formes différentes. Il peut y avoir un vote blanc, un vote nul. Vote blanc, je mets rien dans l'enveloppe. Vote nul, je rature par exemple le bulletin qui est dans l'enveloppe. Ou un vote ordinaire, entre guillemets, c'est-à-dire je prends un bulletin d'un candidat, je le mets dans l'enveloppe et il sera comptabilisé comme tel. J'ai mis des petites étoiles à côté de ces 3 situations puisque ça renvoie à 3 savoir-faire que vous devez maîtriser. Calculer un taux d'inscription sur les listes électorales, calculer un taux d'abstention à une élection et calculer un taux de participation à une élection. Allez, c'est parti. On va s'intéresser à la question de l'abstention, c'est-à-dire pourquoi est-ce que les gens ne vont pas voter? À cette question-là, les chercheurs en sciences politiques apportent 3 réponses différentes. Il y a d'abord une différence selon le profil des individus. Chez certains individus, c'est ce qu'on va constater chez les individus les moins diplômés, dans certains milieux populaires, il y a une forme d'abstention qui est marquée par un désintérêt par la question politique et un sentiment d'incompétence. C'est-à-dire l'impression que les questions abordées sont trop techniques, trop complexes, et l'un nourrissant l'autre, et du coup il ne s'intéresse pas à ces éléments. C'est une forme d'abstention qu'on appelle parfois l'abstention hors jeu, c'est-à-dire les individus sont hors du jeu et du débat politique. Autre profil d'abstentionnistes, c'est ce qu'on appelle les abstentionnistes dans le jeu, c'est-à-dire que pour eux l'abstention est un choix volontaire, c'est-à-dire qu'ils le font en pleine conscience, entre guillemets, ils font le choix de ne pas aller voter. Parfois ils votent, mais à certaines élections, ils font le choix de s'abstenir. Ils sont capables d'argumenter leur choix. Je ne vais pas voter pour telle ou telle raison, etc. C'est des individus souvent qui sont politisés, qui s'intéressent à la question politique, qui ont donc on va retrouver beaucoup plus des individus diplômés dans ce profil. On va retrouver davantage de jeunes aussi. Donc ça, c'est les 2 types principaux d'abstention. Abstention hors jeu, abstention dans le jeu. Ce qui va jouer aussi pour l'abstention, c'est ce qu'on appelle des variables contextuelles. C'est-à-dire que toutes les élections ne présentent pas aux yeux des électeurs le même intérêt. Je m'explique, par exemple, l'élection européenne. Les élections européennes sont des élections qui rassemblent très peu les électeurs, avec des taux d'abstention parfois supérieurs à 60%. C'est-à-dire que ça veut dire que moins de 4 électeurs sur 10 sont allés voter. Moins de 4 électeurs inscrits sur 10 sont allés voter. Donc à l'inverse, l'élection présidentielle est une élection qui rassemble beaucoup plus les individus en France. C'est l'élection pour laquelle le taux d'abstention est parmi le plus faible. Donc ça, c'est nos causes de l'abstention. Un élément, je vous le dis, qui peut jouer aussi, c'est on regarde souvent la variable de l'âge, c'est-à-dire que
on observe que les jeunes sont globalement plus abstentionnistes que les plus âgés, c'est-à-dire que la pratique de l'abstention est plus forte chez les plus jeunes. On a parlé de l'abstention, on s'intéresse maintenant aux individus qui sont allés voter. Comment est-ce qu'on peut comprendre le vote? En fait, le vote, il faut bien comprendre que c'est à la fois un acte individuel et un acte collectif. Acte individuel, puisque l'individu, il est seul dans l'isoloir. C'est pas quelque chose qui a toujours été, c'est apparu au début du XXe siècle, l'isoloir, c'est-à-dire qu'auparavant, l'individu rédigeait son bulletin de vote devant ceux qui tenaient le bureau de vote. Donc c'était pas du tout alors un acte secret. Donc apparaissent l'isoloir et l'enveloppe qui permet de se cacher, entre guillemets, du regard des autres et d'exprimer son vote secrètement et individuellement. Donc ça, c'est l'expression de préférence individuelle. C'est-à-dire, si moi je choisis un parti, je suis seul dans l'isoloir, il n'y a pas quelqu'un qui me chuchote de choisir tel ou tel parti, ou il n'y a pas quelqu'un qui me menace de choisir tel ou tel parti. Donc ça, cette vision du vote comme acte individuel, ça a fait naître une théorie chez les chercheurs en sciences politiques qu'on appelle la théorie du vote sur enjeu. C'est-à-dire que les électeurs choisissent leur parti en fonction d'un enjeu qui leur est cher. Alors ça ne fonctionne pas pour toutes les élections et tous les partis, mais par exemple ça s'observe bien pour essayer de comprendre le vote écologiste ou encore le vote d'extrême droite. Le vote écologiste, pour certains citoyens, l'enjeu principal, c'est la protection de l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique. Ça, c'est un enjeu principal pour eux. Et donc, ils vont voter pour le parti qui leur semble prendre en charge le mieux possible cet enjeu, c'est-à-dire le parti écologiste. Ça s'observe aussi dans les partis d'extrême droite. Pour certains individus, l'enjeu principal, ça serait la lutte contre l'insécurité ou encore la lutte contre l'immigration illégale. Donc pour eux, ça c'est l'enjeu principal. Et donc ils vont préférer des partis d'extrême droite. Donc ça c'est ce qu'on peut observer. On constate aussi que le vote est un acte collectif. Donc c'est un sociologue aux États-Unis qui avait résumé ça en une phrase. Un individu pense politiquement comme il est socialement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en fait, notre position sociale, le milieu dans lequel on a grandi, va influencer notre vote et notre choix politique. Je donne juste un chiffre pour illustrer. Il y a 2/3 des individus en France qui votent comme leurs parents. Ça montre bien le poids du social, l'influence des autres que peuvent avoir sur notre vote. Donc il y a quelques variables qui influencent particulièrement le vote des individus. C'est-à-dire en observant certaines variables, on peut mieux comprendre certains votes. La variable religion, c'est-à-dire qu'on observe que les catholiques pratiquants votent bien davantage à droite que les autres. A l'inverse, on observe chez les musulmans une forte pratique de l'abstention et quand ils votent, une préférence pour la gauche. Donc, notre choix religieux va influencer notre vote. Autre élément, la possession d'un patrimoine et le fait que celui-ci soit diversifié. C'est-à-dire, patrimoine, est-ce qu'on possède, par exemple, est-ce qu'on est propriétaire de son logement? Est-ce qu'on est propriétaire d'une résidence secondaire? Est-ce qu'on est propriétaire de placements financiers, d'actions en bourse, etc. Donc, plus notre patrimoine est diversifié, plus notre probabilité de voter à droite est forte. Et ensuite, le statut de l'individu va influencer son vote, c'est-à-dire que on observe encore aujourd'hui le fait que d'être travailleur indépendant, c'est-à-dire de ne pas travailler au service d'un employeur, mais d'être son propre patron, donc fait que l'on vote souvent bien davantage à droite. Donc il y a une corrélation entre le fait d'être travailleur indépendant et de voter à droite. Ça, ces éléments, c'est ce qu'on appelle des variables lourdes du vote. C'est-à-dire que ces éléments influencent fortement notre vote. On a vu l'abstention, on a vu le vote, on va voir le développement récent d'une nouvelle pratique, entre guillemets, qu'on va appeler la volatilité électorale, qui est un petit peu à mi-chemin entre le vote et l'abstention. Quelles sont les formes de la volatilité?
La volatilité électorale, ça peut être le fait d'alterner entre voter et s'abstenir. Voter et s'abstenir. Donc je ne vais pas voter à toutes les élections, je vais voter seulement à certaines. Ça, c'est une forme de volatilité électorale. L'autre volatilité électorale, c'est ce qu'on appelle le changement des préférences électorales. C'est-à-dire, à une élection, j'ai voté pour un candidat de tel parti, l'élection d'après, je vais choisir un candidat d'un autre parti, etc. Généralement, c'est souvent du même bord politique, mais pas toujours. Donc ça, on va dire en quelque sorte, il y a moins de fidélité, comme il pouvait y avoir par exemple chez nos grands-parents, à un parti politique pendant toute une vie. Donc ça, c'est la volatilité électorale. Quelles sont les causes de la volatilité électorale? Alors, il y en a plusieurs. La première qu'on peut observer, c'est le fait que le déclin de l'identification au clivage gauche-droite. C'est-à-dire que pour un nombre certain d'individus, le clivage gauche-droite, c'est-à-dire quels sont les partis de gauche, quels sont les partis de droite, quelles sont leurs idées et leurs oppositions, ce clivage est de moins en moins net. Donc ça, c'est un élément qu'on peut observer. Autre élément, c'est ce qu'on appelle des variables contextuelles, c'est-à-dire que à certaines élections, il y a un enjeu qui va s'inviter dans la campagne et qui peut influencer le vote des individus au dernier moment, entre guillemets. Par exemple, pendant la campagne présidentielle de 2002, la question de l'insécurité s'était très fortement ancrée dans la campagne, ce qui avait probablement influencé le vote des électeurs. Donc ça, et le fait que certains individus aient changé leur préférence politique au dernier moment. Donc ça, c'était une des formes de la volatilité électorale. Et dernier élément qui peut expliquer cette volatilité électorale, c'est le fait qu'il y a un lien moins net entre certaines positions sociales et certains votes. Par exemple, pendant très longtemps, il y avait un lien très fort entre le fait d'être ouvrier et de voter à gauche. Aujourd'hui, ce lien, il est beaucoup moins marqué. C'est-à-dire que les ouvriers sont très marqués par une caractéristique, c'est le fait de s'abstenir aujourd'hui. Et dans une moindre mesure, quand ils votent davantage pour l'extrême droite. Mais donc, il y a plus de fidélité, par exemple, qu'on pouvait observer entre le fait d'être ouvrier et de voter pour le Parti communiste français, par exemple. Voilà cette petite synthèse.